Mon nom est Isabelle Archambault. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis co-directrice du CRIJAD. Et on s'excuse là, comme vous avez pu voir, on a eu des petits problèmes techniques. Mais bon, en fait, notre équipe est excellente, mais les aspects techniques, des fois, ça échappe un petit peu à tout le monde. Donc voilà, on vit avec ça, mais merci beaucoup tout le monde d'être parmi nous. Je vais laisser sans plus tarder parce que là, on a déjà un petit peu de retard à Enrico la présentation de la personne qui va faire la conférence pour nous aujourd'hui. Et on va, peut-être que vous pourrez nous dire aussi si vous voulez garder les questions à la fin, mais souvent, on se garde un petit moment à la fin pour échanger pour des questions, etc. Mais si vous préférez les avoir en cours de présentation, je vous laisse le faire. Et peut-être préciser que, comme on l'a dit tout à l'heure, toutes les conférences sont enregistrées parce qu'elles sont largement consultées en ligne pour les personnes souvent qui ne peuvent pas nécessairement assister en direct. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'enregistrement, on va vous inviter à fermer vos caméras, mais sinon, sachez que de toute façon, c'est la présentation qui est filmée, puis après ça, la période d'échange n'est pas mise en ligne ni enregistrée. Donc, merci beaucoup à tout le monde, puis je cède la parole à Enrico. Merci beaucoup Isabelle. Alors moi j'ai le plaisir de présenter Han Ting Wang du CHUM pour la conférence d'aujourd'hui. Formé en médecine des soins intensifs de l'adulte, Han travaille aux soins intensifs du centre hospitalier de l'Université de Montréal. Sa programmation de recherche est centrée sur la prise en charge de la personne âgée fragilisée aux soins intensifs. Plus particulièrement, Han s'intéresse aux transitions médicamenteuses dans cette population, à la représentativité de la personne âgée dans les études en soins intensifs, ainsi qu'au concept de la fragilité et de son effet sur les trajectoires des soins. Et Han, je te laisse la parole et je te remercie encore une fois d'avoir accepté de participer à nos conférences midi. Avec plaisir, avec plaisir. Merci de l'invitation. Je vais partager mon écran tout de suite. Et je vais le mode en mode présentation. J'ai réussi. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui, Oui, très bien. très bien. Parfait, excellent. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de venir présenter. Effectivement, je suis un médecin formé en soins intensifs et chercheur régulier au centre de recherche du CHUM. Je vois justement M. Siliadin parmi les personnes qui écoutent, qui en fait a été la première personne qui m'a référé au CRIJAD de par mes intérêts en recherche. Puis effectivement, euh, ma programmation est centrée beaucoup sur la personne âgée fragilisée et d'où vient cet intérêt sur la représentativité de la personne âgée? C'est parce que si je veux faire de la recherche sur la personne âgée, il faut que je sois capable de les inclure dans les études. Et à travers mes lectures, puis à travers un peu mon cheminement en recherche, je me rends compte un peu que c'est une population un peu oubliée au niveau de la recherche, puis que c'est pas toujours simple d'être capable de les inclure, de les faire participer dans les études dans plein de domaines et pas juste les soins intensifs. Fait que plan et objectif rapidement, on va parler un peu du vieillissement de la population. On va parler surtout de la représentativité de la personne âgée dans les essais cliniques. Par la suite, euh, on va parler un peu des données qu'on a actuellement sur la représentativité, sur les barrières aux participations et au recrutement, puis des pistes de solutions, puis un peu les prochaines étapes. Et où là, je vais particulièrement vouloir entendre un peu l'opinion des gens autour de la salle, parce que vous avez quand même des backgrounds extrêmement différents du mien. Et surtout, j'ai l'impression qu'ici, c'est un sujet qui peut pas être répondu juste par le côté médical de la chose. Beaucoup d'intérêts, peu de conflits. En fait, pas de conflits, a priori, présentement. Et quand on parle de la vieillissement de la population, je pense que ça, je l'apprends à personne, hein. Ça, c'est des prévisions de Santé Canada et du Québec sur l'évolution, les vieillissements de la population. Tu sais, on parle des baby boomers qui rentrent maintenant dans l'âge où ils sont considérés comme des seniors, si on veut. Puis vous le voyez ici, là. Nous, on est en 2025, mais en 2031, déjà, la population âgée, donc 65 ans et plus, dépasse largement les enfants et cette population va continuer à croître, là. Déjà en 2017, les 85 ans et plus représentaient
à ce moment-ci jusqu'à 2,5 de la population. Puis 75 ans et plus, on est presque autour de 8 de la population, presque 10. C'est quand même significatif. Puis on sait que cette population-là va croître. Ça, c'est les données québécoises. Fait que quand on parle justement euh, des baby boomers, fait que si on prend cette tranche d'âge de personnes qui, euh, qui dans les années 90 étaient des adultes, et là, ce qu'on voit, c'est que ce vieillissement-là, cette tranche d'âge extrêmement importante de notre population, tranquillement, ils vieillissent en âge et tranquillement vont arriver à une partie où on sait qu'ils vont consommer de plus en plus le système de la santé, là, tu sais. C'est bien décrit que les personnes âgées ont plus de problèmes de santé, vont consommer plus de systèmes de santé et être capable de les soigner, je pense, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous voyez que actuellement, en 2025, quand on regarde euh, cette population entre les 60 et 75 ans, c'est encore une des tranches d'âge les plus populeuses de notre cohorte. Oui, avec le déclin et la mortalité, cette population-là va diminuer un peu, mais d'ici 10 ans, cette population va atteindre les 70 à 80 ans, 85 ans, avec l'augmentation de l'espérance de vie aussi des dernières années. Ces patients-là vont se rendre à cet âge-là et peut représenter un enjeu majeur au niveau de la société pour la prise en charge, là. Si on sait avec ce qui se passe, avec ce que la pandémie a causé, avec euh, les problèmes que le système de santé fait face actuellement, puis on sait que, par exemple, la pénurie de main-d'œuvre dans le système de la santé va être un peu à son summum autour de 2030-2035 et c'est en plus le moment où cette population des baby boomers va rentrer dans cette tranche d'âge qui est tellement critique. Puis oui, vous pouvez m'interrompre à n'importe quel moment, là, ça me fait plaisir de répondre à des questions. Euh, et quand on parle justement de la comorbidité de la population âgée, tu sais, on sait qu'avec la médecine moderne et la prise en charge moderne, les patients survivent de plus en plus et vivent avec quand même beaucoup de problèmes de santé. Ça, c'est des données de CARE. CARE, c'est une des institutions canadiennes qui regarde un peu la santé de la population et ils reçoivent des données de toutes les provinces sur, par exemple, l'utilisation des ressources, l'utilisation des médicaments. Puis ça, c'est des données sur l'utilisation médicamenteuse. Fait qu'en 2021, quand on regarde les personnes âgées, donc 65 ans et plus, qui sont couverts par l'assurance médicaments publique, hein, et on regarde ces personnes-là, c'est combien de médicaments est-ce qu'ils vont aller chercher à la pharmacie qu'ils vont renouveler sur une base régulière? Fait que c'est assez parlant, hein? Il y a le concept qu'on appelle la polypharmacie, OK, en médecine, que toute personne qui prend plus de cinq médicaments et plus est conseillée d'avoir une certaine polypharmacie, donc prend beaucoup de médicaments. Fait que vous voyez ici que pour la population de 65 ans et plus, prendre 5 à 9 médicaments, c'est le tiers. Fait qu'une personne âgée sur trois va prendre 5 médicaments sur une base régulière, donc quotidiennement. On voit que 10 médicaments et plus, si on fait l'addition de ça, on n'est pas loin de 25%. Le quart de la population âgée prend 10 médicaments et plus. C'est énorme. Fait que ça témoigne un peu de la fragilité de cette population-là, puis des comorbidités avec lesquelles ils vivent. Euh, oui. Et comment est-ce qu'on soigne cette population-là? Fait que, en médecine, depuis maintenant 20, 30, 40, 50 ans, l'étalon d'or pour nous, c'est ce qu'on appelle une étude multicentrique randomisée contrôlée. OK? Fait que la science de la médecine est basée sur l'inférence causale, donc démontrer qu'un traitement X fonctionne et améliore le pronostic des patients, améliore l'état de santé. Et pour le démontrer, la meilleure façon de le démontrer est une étude randomisée. Donc, par exemple, on voudrait un médicament qui baisse la pression artérielle. On a un nouveau médicament, alors on va prendre des personnes, on va les randomiser dans deux groupes, disons 500 patients d'un côté, 500 patients de l'autre. Un groupe va avoir le nouveau médicament, un groupe va avoir un placebo, puis on regarde est-ce que baisse la pression artérielle dans les deux cas. OK? Et oui, les autres types d'études sont importantes, comme les études observationnelles, les études de cohorte, des études transversales, mais d'un point de vue de soins de patients, les médecins, on se fie beaucoup sur ce qu'on appelle des études multicentriques randomisées contrôlées. OK? C'est ce genre d'études qui aussi par la suite va faire partie des données qu'on va regarder
qu'on va écrire des lignes directrices pour de prise en charge des patients, qui va faire partie des revues thématiques et tout ça. Fait qu'on se fie beaucoup, beaucoup là-dessus. Et c'est aussi ce genre d'information qu'on va utiliser dans la prise de décision avec les patients. Fait que souvent, quand on va parler avec les patients et une famille sur des traitements, euh, est-ce qu'on devrait prendre traitement A versus traitement B? Est-ce qu'on devrait faire une chirurgie dans un cas particulier? C'est de l'information qu'on utilise auprès des patients, auprès des familles, quand on leur explique la situation, quand on leur explique euh, le pour et le contre, les conséquences, puis qu'on veut une décision libre et éclairée. Fait que c'est extrêmement important cet aspect-là. D'où c'est pourquoi c'est si important, je pense, que la personne âgée soit inclue dans les études. Parce que si la personne âgée est mal représentée dans la recherche en médecine de façon très générale, deux problèmes qui surgissent tout de suite. Un est un problème euh, qu'on pourrait dire d'équité, si on veut, où on n'offre pas de façon égale la participation à ces gens-là dans les études qu'une autre personne. L'autre problème qui est très important, je pense, en médecine est s'ils ne sont pas représentés dans les études, ça veut dire que nous, on ne peut pas tirer aucune conclusion sur ce qu'on fait sur cette population. Hein. Si on sait que les personnes âgées, s'ils sont plus malades, sont plus comorbides, vont réagir différemment aux médicaments, vont peut-être avoir des effets secondaires qui sont différents en termes de nombre, de prévalence ou de sévérité. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que le traitement qu'on offre, elle est efficace et sécuritaire si on n'a pas de données sur cette population-là? Fait que d'où est un peu parti mon intérêt d'étudier cette question-là en particulier et un peu les données. Et là, je vous présente un peu les données qu'on a. Et malheureusement, on n'en a pas beaucoup. Peu de personnes se sont intéressées à cette question-là précisément. Euh, En soins intensifs, ça, c'est un projet que j'avais fait il y a maintenant 2, 3 ans. Fait que je me suis posé la question, OK, c'est quoi la moyenne d'âge des patients qu'on a recrutés dans les grandes études randomisées contrôlées en soins intensifs? OK? Fait qu'on a fait une revue systématique. On a pris, ici, vous voyez, 5 sujets en soins intensifs qui sont des sujets très clés des soins intensifs. Fait que le sepsis, donc tout ce qui est maladie infectieuse. La RDS, c'est des maladies pulmonaires sévères, un peu comme des pneumonies, qui touchent les patients, qui les amènent aux soins intensifs, pour lesquels ils sont, par exemple, mis sur des respirateurs. La sédation, donc l'utilisation des agents sédatifs pour endormir ces patients-là lorsqu'ils sont sous respirateur. La nutrition, donc, est-ce qu'on s'assure que ces patients soient alimentés durant leur épisode de soins intensifs? Est-ce qu'ils sont adéquatement alimentés? Et la mobilisation, qui est bien sûr, est-ce qu'on les mobilise aux soins intensifs? Fait qu'on a regardé à travers 250 études randomisées contrôlées aux soins intensifs, puis on a regardé la moyenne d'âge des patients. OK? Puis voyez que la moyenne d'âge de tous ces études-là était de 61 ans. La moyenne d'âge la plus élevée qu'on a vue était en sepsis à 67 ans. Et de façon très intéressante, quand on regarde 3 sujets, je pense, qui est particulièrement important pour la personne âgée aux soins intensifs, la sédation, la nutrition et la mobilisation, les moyens d'âge étaient plutôt faibles. Peu de personnes peuvent argumenter que 62 ans veut dire personne âgée. Hein. Puis on peut même argumenter est-ce que 65 veut dire personne âgée, mais il y a juste une moyenne d'âge qui était au-dessus de cet âge-là. De façon très intéressante dans cette revue-là, ce qu'on a remarqué, c'est que presque pas d'études avaient des critères d'exclusion basés sur l'âge. Fait que la majorité, il y avait peut-être, je pense, 5% d'études qui disaient on ne va pas exclure au-delà d'un certain âge. Puis le cutoff était autour de 85 ans. OK? Ce qui veut dire que quelqu'un de 70, 75 aurait dû être recruté dans ces études-là. Ça, c'est la première chose. Et plus encore, quand on regarde comment les résultats des études sont rapportés, OK? Très peu d'études, autour de 10% des études avait même utilisé l'âge comme ce qu'on appelle un covariable d'intérêt, contrôlé pour dire au moins j'ai contrôlé pour l'âge dans mes résultats, et encore moins d'études ont rapporté les données d'issue pour le sous-groupe des personnes âgées. OK? Fait que, tu sais, ça m'a un peu montré que en soins intensifs, en tout cas, euh, tirer une conclusion de ces grands sujets-là pour informer le soin des patients est pas simple. Pourquoi? Parce que les personnes âgées ne semblent pas être recrutées dans ces études-là. Ça, c'est en soins intensifs et peu de données mises à part de ça, peu de littérature qui regarde cette population-là.
Là, en fait, le groupe qui a regardé le plus cette donnée-là, c'est en cancer. Les oncologues, dans les dernières années, ont compris un peu ce dilemme. Hein, tu sais, on a des patients qui viennent avec des cancers du poumon, des cancers du sein, différents types de cancers. Et le cancer, l'oncologie en particulier, est un domaine qui est en grand essor avec des lignes de traitement qui changent vraiment, vraiment la donne. On est passé de l'ère de la chimiothérapie avec beaucoup d'effets secondaires. On est rendu dans des l'immunothérapie, des thérapies très, très poussées, très avancées. Mais ils se sont rendus compte de ça, c'est de dire que si on fait des études, des essais cliniques de chimiothérapie sur des populations qui ont 40 à 50 ans, mais est-ce qu'on peut tirer la même conclusion maintenant de cette chimiothérapie avec le patient de 75 ans qui arrive dans le bureau avec son cancer du poumon? Ils ont compris que ben, probablement pas. Le patient de 75 ans ne va pas réagir de la même façon que le patient de 40-50 ans à sa chimiothérapie. Il risque d'avoir beaucoup plus d'effets secondaires que le jeune de 40-50 ans. Il risque d'avoir prend une moins bonne qualité de vie par la suite que le jeune de 40-50 ans et prend une moins d'espérance de vie. Fait qu'en onco, ils ont réalisé un peu que on a peut-être un problème si on n'arrive pas à recruter la personne âgée dans les études. Puis ça, c'est une étude euh, justement en oncologie, une étude observationnelle qu'ils ont regardé euh, est-ce que les patients en oncologie ont été recrutés dans des études, les trials, donc des études randomisées contrôlées. OK? Puis ce que vous voyez ici, c'est justement que euh, la proportion de patients qui étaient éligibles est beaucoup plus faible dans la population. Plus qu'on avance en âge, moins qu'ils étaient éligibles, moins qu'ils étaient approchés, moins qu'ils étaient recrutés. Fait que, en onco, il semblait clairement avoir aussi une sous-représentativité de la personne âgée dans les études-là. Et ils se sont intéressés à savoir, OK, mais est-ce que c'est quoi les barrières qui empêchent le recrutement de la personne âgée dans les études d'oncologie? Ça, c'est une revue systématique de plusieurs études qui ont essayé de regarder les barrières et plus tard, on va le voir un peu, les pistes de solutions. Euh, à travers les études. Fait que beaucoup d'études, fait que quand on parle des études qui regardent ce genre de barrières, fait qu'on parle souvent d'études qualitatives auprès des médecins, auprès des membres de la recherche, du comité de la recherche, auprès des patients. On parle parfois d'études observationnelles qui essaient de regarder dans les registres de bases de données. Euh, Puis ce qu'on remarque, c'est que il semble avoir des barrières à plusieurs niveaux. OK? Fait que au niveau du système, donc du processus, ce qu'ils ont remarqué, c'est que parfois, il y a des critères d'éligibilité qui font en sorte que les personnes âgées sont moins recrutées. Le meilleur exemple, sans dire que c'est l'âge, le meilleur exemple va par exemple être, on ne veut pas recruter des patients qui ont trop de comorbidités, mais on sait que les comorbidités sont associées avec l'âge. Fait que, tu sais, on va exclure les personnes âgées de par cette façon-là. OK? Euh, on sait que aussi, par exemple, les formulaires de consentement peuvent être très lourds à lire et difficiles à comprendre. Ça, c'est quelque chose de très vrai. Tu sais, un formulaire de consentement standard pour n'importe quel projet, encore plus c'est une étude de cancer, c'est des fois des formulaires de consentement de 5, 6, 7, 8 pages avec une liste d'effets secondaires importants. Fait que, tu sais, c'est vrai que on n'est peut-être pas très bon pour rendre cette information-là facilement accessible et facilement compréhensible pour la population plus âgée. À d'autres niveaux, au niveau, par exemple, euh, du personnel, encore une fois, on remarque que, veut pas, puis ça, on le remarque. Moi, je dirige l'équipe de recherche de soins intensifs. Si l'équipe a juste le temps pour recruter un patient dans une étude parce qu'il est, disons, vendredi, 1h30 l'après-midi, puis que pour la même étude, il y a un jeune de 40 ans qui peut participer, et une personne âgée de 70 ans qui peut participer, consciemment ou inconsciemment, vont être plus portés à recruter la personne plus jeune. OK? Puis ça, on le voit. On sait que parfois, les personnes âgées peuvent aussi avoir certains euh, conceptions de la recherche qui peut être fausse, qui font en sorte qu'ils acceptent moins, mais ça, c'est des artefacts qui arrivent. Par exemple, on parle ici de les effets secondaires. Est-ce que les médicaments vont donner plus d'effets secondaires? Ça peut être quelque chose que la personne âgée va peut-être moins vouloir participer. Euh, Ici, on parle de la compréhension, encore une fois.
le transport peut être moins en soins intensifs, mais dans beaucoup d'autres situations, le transport devient quelque chose de super important parce que souvent, pour ces études-là, la personne doit revenir à l'hôpital, revenir dans le centre de recherche qui sont souvent associés à l'hôpital. Fait que se déplacer n'est pas toujours simple pour eux. Et donc ça représentait une barrière importante. En soins intensifs, les patients sont aux soins intensifs, fait que c'est un peu moins un problème, mais on sait que les visites de suivi peuvent être un problème. Est-ce qu'ils sont capables de venir par la suite pour le suivi à 3 mois, à 6 mois, à 1 an? Ou là, encore une fois, là, de plus en plus, on a des suivis téléphoniques et des suivis à distance qui peuvent se faire via en télé virtuelle. Mais là, la télé virtuelle peut devenir une certaine barrière. Puis on a des fois des patients qui ont refusé juste parce qu'ils ne sont pas capables d'assurer le suivi de ce côté-là, là. Et en soins intensifs en particulier, on a aussi l'enjeu où on va souvent parler avec des membres de la famille, avec conjoints, conjointes, enfants, qui peut rajouter aussi une autre couche au processus. Fait que souvent, le consentement ne vient pas du patient, mais vient d'un membre de la famille. Fait qu'eux ont certaines préférences. Eux aussi ont leurs horaires, eux aussi ont leurs problèmes et qu'ils doivent essayer de gérer à travers tout ça, qui n'est pas toujours simple. Une étude super intéressante mais qui a été faite, c'est une étude qualitative, encore une fois en non-co, qui ont regardé, qui ont posé la question aux patients, leur perspective sur la participation à de la recherche. Est-ce qu'ils sont favorables, ne sont pas favorables? S'ils ne sont pas favorables, qu'est-ce qu'ils voient comme barrière? Et voici 4 extraits, en fait, que je trouvais extrêmement, extrêmement parlants de leur perspective. Euh, Ici, ça, celui-là que j'ai trouvé extrêmement parlant, puis ça, je pense que c'est vrai pour beaucoup de patients, puis c'est une des raisons pourquoi je pense que la représentativité est si importante. Ce que ça dit, c'est, OK, you know, I'm a patient advocate. I have been a patient here for 12 years. You should know to offer that to me, whether or not you may think it's something I want to do. I have the right to make that decision. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est très parlant, puis je pense que certains des patients qu'on voit clairement ont peut-être cet état d'esprit qui est l'autonomie est un point extrêmement important en médecine. Donc, l'autonomie, le droit de décider pour ses soins de santé. Je pense qu'en recherche, c'est la même chose. Les patients ont le droit de décider s'ils veulent participer à une étude ou pas. OK? Ils ont le droit de ne pas participer. On ne va jamais forcer un patient à participer, mais il faut commencer par leur offrir l'étude pour qu'ils puissent prendre une décision pour eux-mêmes. OK? Puis je pense qu'à chaque fois qu'un patient, quand on ne lui offre pas cette possibilité, tu sais, on lui enlève un peu le droit de décider, là. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Euh, ça, c'est aussi une perspective importante. Pourquoi certains personnes âgées peut-être ne voudraient pas participer ici. Ils disent, I was worried because I thought I'm 80 years old and I might take something away from a younger person who needed it more than I. Ça, c'est super intéressant comme perspective. Euh, Encore une fois, tu sais, on revient à tu sais, la disponibilité de la ressource qui est d'offrir aux patients la possibilité de participer à des études de recherche. Euh, Ça, je pense que de notre côté, il y a clairement du travail à faire pour s'assurer de rendre les projets le plus disponibles possible pour pas que ça interfère, pour pas que les personnes âgées aient ce genre de réflexion qui est, ben, tu sais, je préfère de loin que quelqu'un de 40 ans participe parce que, tu sais, le projet a plus à offrir à eux. Je pense que c'est pas toujours vrai. Je pense que le projet a autant à offrir que ce soit la personne âgée ou la personne jeune et qu'au pire, si le projet a peu à offrir à la personne âgée, il faut qu'on le sache, mais pour le savoir, il faut des projets. OK? Euh, Ça, c'est intéressant. Une autre personne a dit ici, I would never ever go on a trial with a placebo. To me, there's always something that it can be compared to. To me, a placebo is like a sugar pill. Fait que ça, c'est intéressant. Euh, Dans la littérature de médecine, on s'éloigne de plus en plus de l'utilisation de ce qu'on appelle des placebos. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour la grande majorité des maladies, il y a des traitements standards qui existent. Fait que de plus en plus, maintenant, ce qu'on dit, c'est les patients ou les médicaments. Les médicaments vont être comparés aux traitements standards, pas contre un placebo. OK? Puis, des fois, le médicament est tellement novateur qu'il n'y a pas de comparable. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de comparable et qu'on utilise vraiment un placebo, que le patient est laissé à lui-même, qu'il ne recevra pas les autres traitements. Donc, le meilleur exemple de ça, c'est une nouvelle ligne de chimio. Pas parce que le patient participe à la nouvelle ligne de chimio qu'il n'aura pas accès à la chimio qu'il aurait dû avoir accès. OK?
Euh, et le dernier point ici que j'avais trouvé super intéressant, I met a patient advocate who's been through 5 recurrence. She's been my inspiration. She's a very strong advocate for trial. She believes that it saved her life. Et ça, encore une fois, quelque chose que je pense que qu'on leverage pas beaucoup, c'est comment est-ce que les patients eux-mêmes peuvent aider les autres patients euh, à participer à ces études-là. Euh, En soins intensifs, il y a un concept qu'on appelle le syndrome post-soins intensifs. Fait qu'on sait que les soins intensifs, c'est prend un des endroits où les patients sont les plus malades. Fait que les patients qui rentrent aux soins intensifs, pour la grande majorité, sont dans un état critique. Donc, on parle souvent de vie ou de mort. Et on sait qu'un séjour aux soins intensifs laisse clairement des séquelles importantes. Quand les patients ont une infection, par exemple une infection pulmonaire tellement sévère que les poumons sont sur le point de flancher, qu'on doit les mettre sur un respirateur, les endormir pour 1 semaine, 2 semaines, ces patients s'en sortent, mais s'en sortent avec des séquelles. Quand on parle de séquelles, on parle des atteintes cognitives, on parle d'une faiblesse musculaire qui s'est installée. Certains pourront plus travailler par la suite. Certains vont avoir des symptômes anxieux-dépressifs à la suite à leur séjour. Et quelque chose qui est très nouveau, qu'on s'est rendu compte, c'est que euh, il y a de plus en plus ce qu'on appelle des cliniques post-soins intensifs qui sont créées. Donc, des cliniques qui font le suivi de ces patients-là, qui essaient de regarder quel type de complications et séquelles ces patients-là ont vécu et qui trouvent une façon de les aider. Et quelque chose qui commence à apparaître, c'est en fait des groupes de support. C'est des patients ou des membres de la famille de patients qui sont passés à travers cet épisode-là pour qui peut donner de l'aide, donner de l'information à des patients qui sont aux soins intensifs. Le CHUM, on est sur le point de créer une clinique post-soins, mais à McGill, ils ont depuis déjà quelques années établi ce genre de clinique post-soins et où les patients ont formé un groupe pour aider les patients qui sont aux soins intensifs, qui est quelque chose d'extrêmement aidant parce que je pense que une des meilleures personnes pour refléter un peu ce qui se passe, pour accompagner une famille, accompagner un patient à travers un épisode aussi difficile, c'est quelqu'un qui est passé à travers ce processus-là. Puis là aussi, je trouve que ça, quand j'ai lu ça, ça a été un peu, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur qu'est-ce qui est possible parce que je n'ai jamais vu euh, dans n'importe quel hôpital, n'importe quelle unité de recherche où des patients qui seraient passés à travers un processus, par exemple, de recherche, pourraient donner l'information sur qu'est-ce que ça représente, aider à guider, à conseiller d'autres patients. Ça, je trouve ça quelque chose de très, très, très intéressant. Une autre étude qui regarde un peu comment c'est quoi les barrières et les pistes de solutions pour aider au recrutement. Ben, les barrières, c'est un peu comme ce qu'on a dit. euh, le temps de transport en est un très important, toujours sur la personne âgée. Euh, le fait qu'ils prennent déjà beaucoup de médicaments et une étude de recherche peut représenter encore plus de médicaments. Hein. Euh, le fait, encore une fois, le placebo, donc pas recevoir euh, le médicament être dans le groupe placebo est quelque chose qui est très important. Et encore une fois, tu sais, toute la nouvelle technologie. Donc, par exemple, devoir participer à un Zoom, à une téléconférence clairement une barrière pour les personnes âgées participer à les études. Encore une fois, de façon super intéressante, ça, c'est une étude américaine, fait que, tu sais, je pense qu'il y a peut-être aussi, ça reflète un peu, peut-être certains biais de ce côté-là, mais quand ça a été recommandé par leur médecin traitant, c'est quelque chose de super, qui était quelque chose qui aidait beaucoup, beaucoup au recrutement des patients. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier dans la façon dont la recherche est faite entre les États-Unis et le Canada, en tout cas. Au niveau, en tout cas, Canada québécois, euh, c'est pas les médecins qui allons solliciter les patients puis les recruter physiquement dans les études. Pourquoi? Parce que beaucoup de médecins vont percevoir ça un peu comme un conflit d'intérêts. Moi, je soigne le patient, puis euh, une compagnie pharmaceutique pourrait me demander de participer à une étude, donc d'aller recruter des patients. Fait qu'on perçoit ça comme prend un conflit d'intérêts. Fait que c'est souvent une équipe complètement à part, l'équipe de recherche, qui a un médecin, qui a une infirmière, des coordinateurs de recherche qui vont s'occuper de cette partie qui est absolument séparée de l'équipe traitante. Euh, Recevoir des meilleurs soins, fait que, encore une fois, je pense que c'est, c'est une conception qui est peut-être un peu fausse où le fait de participer à une étude, on ne devrait pas recevoir des meilleurs soins parce qu'on participe à une étude. Les soins standards qu'on reçoit devraient être standards pour tout le monde.
La seule différence devrait être l'agent étudié, par exemple, et les suivis qui vient par la suite. Est-ce que, consciemment et inconsciemment, on donne des soins un peu meilleurs à quelqu'un qui participe dans les études? Possible, possible. Euh, fait que, encore une fois, entendre l'expérience de d'autres médecins, d'autres participants était quelque chose qui aidait beaucoup, beaucoup euh, à les recruter. Fait que la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour essayer d'implémenter tout ça, là? Ça, c'est une autre étude qui a regardé quelles sont les solutions potentielles à aider au recrutement de la personne âgée. Ce qu'on voit, c'est que autant qu'il y a des problèmes sur plusieurs facettes du recrutement, il y a des pistes de solutions aussi sur plusieurs facettes, hein. Si on parle de la façon de construire des études pour que des études soient c'est plus simples, plus adaptées à la personne âgée, ça, c'en est un. Euh, Quelque chose d'important, je pense, qui est mesurer des issues qui est pertinent pour les personnes, pour les patients. Ça, c'est un point qui, je pense, qui est intéressant. Euh, En soins intensifs, pendant longtemps, ce qu'on mesurait, c'était la mortalité. OK? La mortalité à 30 jours, à 60 jours, à 90 jours. Puis on le voit dans beaucoup d'études en médecine de la mortalité. Ce qu'on voit dans les dernières 10, 15, 20 ans, c'est qu'on commence à mesurer, on commence à s'éloigner de ça. Euh, je pense pour deux raisons. Un, c'est de plus en plus difficile de démontrer un changement de mortalité dans les cohortes qu'on a. Euh, Parce que la médecine avance, parce que les traitements sont de meilleure qualité et de plus en plus novateurs. Ça, c'est un. Et deux, surtout en soins intensifs, ce qu'on commence à comprendre aussi, c'est euh, la mortalité n'est peut-être pas la finalité pour le patient non plus. OK? Parce qu'on le voit des fois quand on discute avec des patients, des familles. Si, par exemple, on parle d'une chirurgie à très haut risque, une chirurgie cardiaque, OK? Puis on dit au patient, tu sais, la mortalité, c'est 10%. OK? Ce qui prend, tu sais, dire que le patient, tu as 10% de chance on t'endort pour la chirurgie et tu vas jamais te réveiller parce que tu vas décéder. A priori, les patients vont percevoir, c'est, ben, tu sais, j'aurais pris la chance, si je suis mort, j'aurais pas souffert. OK? Mais ce qui est souvent pas expliqué, c'est si tu survis à la chirurgie, vas-tu avoir une meilleure qualité de vie? Vas-tu avoir un regain de ton autonomie? Ça, c'est souvent pas discuté. Et pendant longtemps, en fait, c'est souvent été pas étudié. Là, on commence à étudier, comme on parlait justement des tout le syndrome post-soins intensifs. Là, on commence à comprendre que euh, il y a vivre et survivre, hein, tu sais. Ils vont survivre à leur vécu, mais ils vont survivre avec dans quel état, dans quelles conditions. Puis on commence à avoir plus de données sur ces aspects-là de la fonctionnalité, sur l'état cognitif, sur la qualité de vie. On commence à faire beaucoup plus, à porter une plus grande importance à ça. Et ce que je vois, c'est qu'effectivement, de plus en plus dans la littérature, les issues qu'on regarde vont incorporer les qualités de vie, la fonctionnalité. Je pense qu'il est très important et prend beaucoup plus parlant pour les personnes âgées. Euh, Tu sais, on parle après, tu sais, euh, les stakeholders, c'est utiliser des données de registre. Fait que, tu sais, plein de choses qu'on peut effectivement c'est essayer de mettre en application, mais ça touche énormément d'acteurs. Pas juste, je pense, le médecin, pas juste le chercheur, mais je pense que ça touche des personnes à différents niveaux. Euh, c'est sûr que moi, dans mon programmation de recherche, mon intérêt en recherche, c'est je pense que j'ai réussi à identifier qu'il y a une sous-représentativité de la personne âgée aux soins intensifs. Là, ce que je suis en train de regarder, deux études qui sont en cours. Une étude qu'on veut faire, c'est on a un consortium un peu de recherche en soins intensifs à travers le Canada, qu'on appelle le Canadian Critical Care Trials Group. On a reçu un peu de financement d'eux, puis la première étape, c'est un sondage auprès de la communauté de chercheurs en soins intensifs sur leur perspective de la sous-représentativité de la personne âgée dans les études de soins intensifs et leur perspective sur les barrières et les facilitateurs euh, qui sont en jeu. Fait que ce qu'on a fait, c'est on a créé un sondage, on s'est basé beaucoup sur la littérature d'oncologie, sur les barrières identifiées, les facilitateurs. On a eu un focus group qui a regardé un peu euh, est-ce qu'il y en a d'autres qu'on pensait qui sont importants, et on va passer ce sondage-là auprès du côté comité de la recherche. La deuxième étape que je voudrais faire, qu'on est en train de regarder, c'est parler avec des patients et des familles, de faire une étude plus qualitative, comment prendre une entrevue auprès
des patients et des familles qui sont passés aux soins intensifs, des personnes âgées, des patients chez qui on a offert des études, qui ont participé ou pas, chez ceux qu'on n'a pas offert d'études, pour regarder un peu leur perspective euh, sur cet aspect-là. Et je pense qu'avec ça, en tout cas en soins intensifs, on aura un meilleur portrait sur où est-ce qu'on peut travailler, où est-ce qu'on peut améliorer les choses euh, pour améliorer la représentativité de la personne âgée aux soins intensifs. Je pense que ça conclut un peu ma présentation. Euh, C'était court parce qu'il y a malheureusement peu de données sur ça. Et quelque chose que je trouve intéressant, c'est aussi, c'est on a un groupe ici qui a tellement de gens de différents domaines. Fait que je serais très intéressé à savoir un peu votre perspective là-dessus et surtout votre perspective sur comment est-ce qu'on peut changer les choses, right? Comment est-ce qu'on peut améliorer cet aspect-là. Parce que je pense que des fois en médecine, on a un peu notre façon de faire d'un point de vue de recherche méthodologique. Puis il faut, je pense, des fois ouvrir un peu nos horizons sur ce qui est faisable. Voilà, j'ai terminé un peu ma présentation. Partage.